Gilles Gauthier, vous écrivez donc sur votre passion pour le monde arabe en tant qu'ancien diplomate de 1966 à 2009, et ce n'est jamais vraiment fini d'ailleurs, puisque récemment vous recevez, parce que vous participez à l'exposition Le Canal de Suez à l'Institut du monde arabe. Quel est le dénominateur commun du monde arabe? Souvent on entend parler de monde arabe comme si c'était un tout, une entité. En fait, mon livre raconte plus qu'une vie de diplomate, puisque ça commence bien avant, ça commence une quinzaine d'années avant. Et dans le monde arabe, je me suis toujours senti à l'aise parce que je retrouvais un certain nombre de composantes qui faisaient que je n'avais pas l'impression d'être à l'étranger. La première, c'est la langue. Malgré les différences de dialecte, il y a une langue commune malgré tout. C'est-à-dire, au début, je ne parlais pas arabe, mais maintenant, quand je vais au Maroc, par exemple, il m'arrive assez souvent de parler arabe. Alors, j'ai un peu de mal à comprendre, mais eux me comprennent très bien. Au Moyen-Orient, je n'ai aucun problème, que ce soit au Yémen, pourtant c'est différent, ou que ce soit en Irak, que ce soit... Je n'ai aucun problème pour avoir des conversations légères, profondes. Enfin. Et il y a ça, il y a les films, il y a la musique, il y a la littérature, il y a presque la vie mondaine, c'est-à-dire les gens se connaissent. Plus que, il y a un monde arabe plus qu'il y a un monde européen, par exemple? Ah, beaucoup plus, beaucoup plus. Les Libanais, les Jordaniens, les Syriens et les Égyptiens, dans certains milieux, se fréquentent énormément, se voient très souvent, s'invitent à des mariages, se marient ensemble, se rencontrent très, très, très souvent. Alors, ce monde arabe, vous l'avez connu, vous le disiez effectivement, bien avant 1966, puisque cette passion, elle est née lorsque vous aviez 18 ans. À ce moment-là, bien entendu, vous n'êtes pas encore ambassadeur, ni diplomate, ni consul. Comment est né ce premier contact avec la région? C'était en apercevant les lumières de Tanger, depuis Tarifa. Les lumières du Maroc. Je ne sais pas si Tarifa n'est pas juste en face peut-être de Tanger, mais j'étais parti avec des amis faire le tour de l'Espagne et nous dînions à Tarifa et en face nous avons aperçu les lumières de Tanger. Mes amis ne me croyaient pas, moi j'étais persuadé. Il devait faire beau. Et nous sommes partis, le lendemain nous sommes partis là-bas et là c'était le coup de foudre, l'atmosphère chaleureuse des ruelles, la chaleur qui nous entourait. Et je l'ai retrouvé par la suite partout. Alors vous allez embrasser donc une carrière de diplomate. Ce livre, ce sont un peu vos mémoires? Alors, pas tout à fait. Oui, bien sûr. Je ne peux pas nier que ce soit en partie mes mémoires. Mais c'est quand même, avant tout, 50 ans de monde arabe, de l'histoire du monde arabe, qui suit à ce moment-là le rythme de ma vie. Il y a l'Algérie, il y a le Maroc, et chaque fois je suis dans un lieu du monde arabe, mais j'essaie de voir quand même le reste. Je crois que la personne qui lira ce livre pourra dire j'ai compris ce qu'étaient ces 50 dernières années du monde arabe. Un monde arabe qui nous hante, dites-vous, qui nous intrigue aussi encore aujourd'hui en 2018, pour le meilleur comme pour le pire. Comment l'expliquez-vous? D'abord parce que ce sont nos plus proches voisins, mais plus que ça. N'oubliez pas que nous sommes tous les héritiers de l'Empire romain. Nous sommes tous les héritiers de cet empire méditerranéen qui a duré pendant plusieurs siècles. Et nous avons en commun infiniment plus de choses que ce qui nous sépare. Ce qui nous sépare est très visible et très douloureux parfois, mais ce qui nous relie est très, très proche. Imaginez un Chinois ou un Indien qui débarque et qui essaie de comprendre les différences entre le christianisme et l'islam, par exemple. Il n'y comprendra rien. Pour lui, c'est la même chose. On est dans le même monde. Et ce monde a été déchiré, réuni. Il faut essayer de le recoller solidement. Justement, vous qui êtes diplomate de formation, c'est aussi un monde qui, même sans essentialiser, mais qui vit quand même des guerres, qui vit un certain chaos. Comment expliquez-vous que ce monde arabe soit aussi fragile aujourd'hui en 2018 ? Je vous ai ressorti une phrase d'Ibn Khaldoun, père de la sociologie universelle, qui déjà au XIVe siècle disait « Les Arabes se sont entendus pour ne pas s'entendre ». Il a raison ? Il a raison un petit peu, mais enfin, en fait, on devrait un petit peu modérer, nuancer. Je crois que ceux qui ne s'entendent pas, ce sont les dirigeants. Il faut faire la confusion avec les peuples. Qui ne faut pas... Oui, il y a un autre proverbe qui est très important, c'est les peuples sont dans une vallée
vallée et les dirigeants sont dans l'autre vallée. Et c'est ça qui caractérise le monde arabe. Alors, les dirigeants ont leurs propres agendas et ça les arrange de se bagarrer entre eux parce que c'est comme ça qu'ils peuvent assurer leur pouvoir, c'est comme ça qu'ils peuvent se montrer indispensables. Mais je ne pense pas que les Arabes, en tant que groupement humain, soient plus divisés que d'autres parties du monde. Je ne crois pas qu'il y ait une nation arabe, comme ont voulu dire les bassistes. C'est peut-être un mot trop fort, mais il y a une communauté assez grande de culture qui réunit ces peuples. Je vais être un peu dur avec vous, un peu vache, comme on dit en dialecte, en français parlé, on va dire, et familier. Si vous deviez sortir un pays dans ce monde arabe qui vous a le plus marqué, quel serait-il? Attention à ce que vous allez dire. Non, je crois que je vais en dire deux. Il y a l'Algérie, c'est celui des débuts, parce qu'en dehors du fait que j'ai aperçu Tanger d'abord, c'est en Algérie que j'ai vécu réellement pendant 5 années suivies. Quelques années après l'indépendance. Quelques années après l'indépendance, et où j'ai donc connu beaucoup de gens qui venaient de faire la guerre. Et puis l'autre pays, mais c'est bien parce qu'il en faut deux, parce que sinon j'aurais pu en ajouter d'autres. L'autre pays, c'est l'Égypte, où je suis toujours un peu, puisque j'ai un appartement au Caire et que en Égypte, je me sens tout à fait chez moi. Mais je dois dire que c'est dommage que vous n'ayez pas demandé 3, parce que j'aurais pu citer également le Liban, où j'ai tant d'amis, dans tous les groupes. On reconnaît bien le diplomate, il y a Ralad qui dit ça. Il ne va pas oublier de faire une gaffe diplomatique, le Liban, alors que vous êtes là. Mais on vous croit sincère. Non, mais je pense que ça vient du cœur. Nous en avons parlé tout à l'heure. Juste Gilles Gauthier, peut-être, vous êtes traducteur notamment du grand écrivain égyptien Al Aswani, le fameux immeuble Yacoubian, même si c'est un peu réducteur, mais en tous les cas, vous avez traduit ce livre de l'arabo-français. Quel est votre rapport à cette langue ? Comment la trouvez-vous? Alors, j'aime beaucoup la langue arabe, mais je crois que si j'aime la langue arabe, c'est pas pour ses qualités linguistiques, c'est parce que c'est la langue de mes amis, des gens avec qui je vis, des gens, et c'est parce qu'elle est la langue de cette culture, la langue dans laquelle s'expriment ces gens. Ce qui est particulier à la langue arabe, qui en fait sa difficulté, mais en même temps son charme, c'est ce balancement constant entre un niveau classique et un niveau familier, un niveau populaire, qui rend ça extrêmement difficile, mais qui en même temps le rend agréable aussi, parce qu'on peut jouer sur les registres.